Rimbaud est profondément un révolté dans l'âme. Il se fait le porte-parole de la rébellion adolescente, et s'il parle du monde, c'est avant tout pour le brûler, pour en finir avec ses vieilleries. Ces fugues sont les premiers signes de son impétuosité. La famille et la campagne le débectent, à tel point qu'il veut à tout prix les fuir. Très jeune, Rimbaud exprime une hostilité profonde pour la petite société bourgeoise de Charleville-Mézières. Plusieurs poèmes, comme à la musique, se font satiriques et se moquent de la mesquinerie d'un milieu qu'il déteste. Déjà en 1871, dans La Lettre du Voyant, il écrit « Tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je leur livre. » Une légende a longtemps voulu que Rimbaud ait participé aux journées révolutionnaires de la Commune. Si on sait aujourd'hui de sources sûres qu'il n'était pas à Paris lors des événements de mars à mai 1871, on est en tout cas sûr que le poète partageait la même lutte que les anarchistes. L'imaginaire de Rimbaud est en effet, je le répète, celui d'un révolutionnaire, mais d'un révolutionnaire poète. Son horreur de la société s'exprime dans Le Cahier de Douai, d'une part, par un éloge de la paresse. Le jeune homme observe avec légèreté un monde auquel il ne souhaite pas participer, et notamment par un métier, et d'autre part, par une défense des petites gens. Ce sont les enfants affamés des effarés, ou encore le forgeron, qui donne le titre au poème que nous allons éclairer en partie. Il s'agit, vous l'aurez remarqué, du plus long et du plus engagé poème du recueil. Nous verrons seulement sa conclusion. Alors dedans, Rimbaud fait allusion à un épisode de la Révolution qu'il fait remonter à la date de 1792, soit plus de 80 ans avant la rédaction de son poème. Le forgeron, ici, s'adresse directement à Louis XVI, sur le point d'être guillotiné, et à travers lui, c'est toute la révolte du peuple et de Rimbaud qui trouve à s'exprimer. Le forgeron accuse le roi d'avoir éteint les cœurs et les âmes d'un peuple fier et innocent, un peuple qui marchait, dit-il, au soleil, le front haut. La Révolution a transformé, dit-il, les habitants en crapules. Écoutons donc la voix d'une de ces crapules. Oh, tous les malheureux, tous ceux dont le dos brûle sous le soleil féroce, et qui qui dans ce travail-là sentent crever leur front, chapeau bas mais bourgeois. Oh, ceux-là sont les hommes. Nous sommes ouvriers, sire, ouvriers. Nous sommes pour les grands temps nouveaux où l'on voudra savoir, où l'homme forgera du matin jusqu'au soir, chasseur des grands effets, chasseur des grandes causes, où, lentement, vainqueur, il domptera les choses et montera sur tout comme sur un cheval. Ô splendide lueur des forges, plus de mal, plus. Ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être terrible, nous saurons. Nos marteaux en main, passons au crible tout ce que nous savons. Puis, frères, en avant. Nous faisons quelquefois ce grand rêve émouvant de vivre simplement, ardemment, sans rien dire de mauvais, travaillant sous l'auguste sourire d'une femme qu'on aime avec un noble amour. Et l'on travaillerait fièrement tout le jour, écoutant le devoir comme un clairon qui sonne. Et l'on se sentirait très heureux. Et personne, oh, personne surtout, ne vous ferait ployer. On aurait un fusil au-dessus du foyer. Oh, mais l'air est tout plein d'une odeur de bataille. Que te disais-je donc? Je suis de la canaille. Il reste des mouchards et des accapareurs. Nous sommes libres, nous. Nous avons des terreurs où nous sentons grands. Oh, si grands. Tout à l'heure, je parlerai de devoir calme, d'une demeure. Regarde donc le ciel. C'est trop petit pour nous. Nous crèverions de chaud, nous serions à genoux. Regarde donc le ciel. Je rentre dans la foule, dans la grande canaille effroyable qui roule. Sire, des vieux canons sur les sales pavés. Oh, quand nous serons morts, nous les aurons lavés. Et si devant nos cris, devant notre vengeance, les pattes des vieux rois, mordorés de la France, poussent leur régiment en habits de gala, eh bien, n'est-ce pas vous tous? Merde à ces chiens-là! Il reprit son manteau sur l'épaule. La foule, près de cet homme-là, se sentait l'âme saoule. Et dans la grande cour, dans les appartements, où Paris haletait avec des hurlements,
Un frisson secoua l'immense populace. Alors, de sa main large et superbe de grâce, bien que le roi ventru suât, le forgeron terrible lui jeta le bonnet rouge au front. Le forgeron se fait la voix de la révolte. Il parle au nom de la foule qui, comme un essaim, est prête à fondre sur le pouvoir pour le destituer, en l'occurrence le roi. C'est donc au nom de tous les malheureux, de tous ceux dont le dos brûle sous le soleil, pour citer quelques expressions, de tous ceux qui se crèvent à travailler, que le forgeron dit « nous ». Ces ouvriers veulent annoncer une nouvelle ère, une ère de liberté, d'émancipation, où l'homme sera en mesure de dompter les choses et de se forger un avenir, au sens propre comme au sens figuré. Les marteaux ne sont plus des outils de travail, mais des armes, les armes d'un savoir que le pouvoir a trop négligé. Ce savoir que le peuple a consiste, je cite, à vivre simplement, ardemment, à vivre avec sagesse et avec amour. En somme, Rimbaud fait entendre un chant d'indépendance. La révolte est au service de la paix et de l'épanouissement de l'individu. Seulement, ce rêve n'est pas possible, ou plutôt, il va falloir le conquérir. La poésie de Rimbaud se fait plus vive ici. On peut remarquer qu'elle s'exclame, elle crie, elle se révolte, recourant presque à des slogans. Le forgeron, ainsi, revendique, comme Rimbaud, son statut de canaille. S'il devient une allégorie du poète, c'est que, comme lui, il se sent grand, que le ciel est trop petit pour lui, et que, comme lui, il veut en découdre. Je rentre dans la foule, dans la grande canaille effroyable, proclame-t-il. Qu'importe si sa révolte le mène à la mort. Ce qu'il veut, c'est faire entendre son cri et dire « merde au chien qui l'empêche d'être libre ». Toute la foule se laisse gagner par l'ivresse du forgeron, devenu alors un héros. Le poème se conclut par une ultime provocation envers le roi, étant donné que le forgeron jette au front le bonnet rouge des révolutionnaires. De même, Rimbaud, avec ses vers, nous jette à la figure toute sa rage. Pour finir, voici ce qu'écrit Xavier Graal dans son livre « La marche au soleil » dédié à Rimbaud. Son propos résume très bien ce qui se joue dans la figure allégorique du forgeron. Rimbaud est comme ce forgeron dont il admirait la figure et qui tape de tous ses marteaux. Le métal qu'il faut tordre, battre, transformer dans les étincelles et dans les flammes. Il martèle ainsi tout ce qui lui fut enseigné, l'ancienne et le latin, le catéchisme et la syntaxe. Il faut quelque chose qui soit pur, absolument. Le programme n'est pas seulement esthétique, il est moral, philosophique, on rase tout et on recommence. Il veut marcher au soleil par des routes neuves où nul avant lui n'a posé le pied, et s'il se prend à bouffer rageusement du curé, je ne crois pas qu'il élimine le christianisme de son programme, mais il le veut lumineux, intègre, nouveau.